Ok, alors aujourd'hui on est avec Anne. Coucou Anne, Bonjour Camille. tu vas bien? Oui, et toi? Ouais. On va parler de quoi aujourd'hui? À toi de me le dire. J'adore. Alors moi j'avais une petite idée en tête, ce serait de parler un petit peu de toi, comment tu fonctionnes, de la pile électrique que tu es, qui court dans tous les sens, mais qui reste solaire. Et d'ailleurs, bon anniversaire. C'est ton anniversaire aujourd'hui, c'est juste? Tout à fait. Alors, très bon anniversaire à toi. Merci beaucoup. Donc, oui, je pensais un petit peu discuter du fait de, voilà, des personnes qui, diagnostiquées ou non, hyperactives ou TDAH, comment ça se passe un peu dans leur tête, comment elles pensent, enfin, voilà, un peu, voir un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, toi? Par exemple, si je prends un petit peu si je réfléchis par rapport à mon passé quand j'étais enfant, je sais que ma grand-mère m'appelait sauterelle parce que je sautais tout le temps sur mes pieds quand elle me parlait. Je restais jamais à la regarder calmement. Ouais. Donc j'étais plutôt en train de bouger. Et j'avais toujours beaucoup de difficultés à maintenir mon attention sur ce qu'on me racontait. Et en fait, j'ai loupé beaucoup d'informations qui passaient de mes parents. En fait, j'avais toujours l'impression de rien avoir entendu, de rien connaître et de rien savoir parce que je partais tout le temps dans mon monde à moi. Mais tu te rendais compte tu loupais des infos ou c'était comment? Au fil du temps, oui, parce que quand on me disait, ouais, mais tu sais, je sais pas, tu sais, des exemples, parce que j'étais enfant, hein, mais si ma mère me disait, par exemple, mais tu sais, ça c'est le Tessin, c'est la Suisse, et puis je disais, ah bon? On n'est pas en Italie? Et puis en fait, on t'a déjà expliqué, on est passé par là. Mais en fait, je pense qu'on me parle des fois. Et alors, avec l'âge, j'ai appris un petit peu à mieux arriver à suivre, mais de temps en temps, ça m'arrive de dire à la personne, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter parce que, en fait, je la vois parler, je lui réponds, mais en fait, je sais pas du tout de quoi on a parlé, quoi. En fait. Ça m'arrive. Comme si ton corps il était là, mais ton esprit il est plus trop là. En fait, ça c'est vraiment ça a vraiment été toujours un gros problème au niveau scolaire parce que j'étais l'enfant à l'époque, on te diagnostiquait pas et on disait juste que tu étais un enfant paresseux ou bougillon ou rêveur, l'enfant rêveur du fond de la classe. Donc en fait, on prêtait pas attention à toi. Et du coup, moi, je regardais, j'étais passionnée par tout ce qui se passait en extérieur. Du coup, je regardais plutôt les nuages, le ciel qui s'assombrissait ou le vent dans les arbres. Et tout à coup, je voyais les feuilles qui bougeaient. Alors, je partais dans mon imaginaire. Je regardais les petits oiseaux et en fait, j'ai rien suivi du cours. Ça, c'était un gros problème parce qu'en fait, on cherchait pas à capter ton attention à l'époque. Il fallait que tu sois dans le moule et que tu suives, c'est tout. Ouais, ça c'est vrai. J'ai l'impression que là, dans la scolarité, ça a vachement changé. Avant, c'est toi qui t'adaptes au cours. Maintenant, moi, je vois ma sœur, elle est prof, pardon, et c'est vraiment elle qui doit s'adapter à tout type de situation, tout type de personnes, tout type de personnalité aussi, de problématiques. Elle m'expliquait avant des personnes qui étaient soit neuroatypiques, soit qui avaient des difficultés ou autres, c'était une par classe. Maintenant, c'est plus de la moitié. Mais parce qu'on est beaucoup plus sur cette planète déjà. Ouais. Du coup, ça a énormément augmenté le nombre de personnes et puis on se reproduit. Du coup. Tu penses que c'est que ça? Alors peut-être pas que ça, mais est-ce que c'est un facteur qui est lié à la pollution? Alors à l'alimentation, on nous a déjà dit 15 millions de fois que le sucre. Alors oui, ça peut être un boost et oui, ça peut être quelque chose qui pourrait exciter. Mais moi, pour avoir fait l'expérience de nourrir mes enfants sans sucre, quasiment, et que la personne l'était, du coup. Tu vois que c'est pas ça qui va. Pas ça du tout. Ouais. Et en fait, moi, j'achetais pas des serrés, je les achetais nature et je mixais les fruits dedans sans sucre. Donc, c'était pas du tout. Oui, j'ai essayé de faire le plus possible de matière non transformée et plutôt brute. Bravo. Et puis, mais voilà, mais ça demande du travail. Mais donc.
quand on m'avait dit un petit peu cette chose-là, je leur avais dit, c'est manque de bol parce que c'est pas le cas chez moi. Donc, c'est pas de bol pour vous, bim. C'est pas bien tombé, là. Ouais. Mais voilà. Et puis, à l'époque, on faisait pas attention à ça. Et du coup, tu te perdais un petit peu tout seul dans ton monde à toi. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, t'étais un mauvais élève. Ouais. Et en fait, tu nourrissais cette idée d'être le mauvais élève. Moi, t'avais des mauvaises notes? Ça m'a perturbé toute ma... Jusqu'au divorce de mes parents, j'avais encore d'assez bonnes notes parce que c'était à l'époque sur 10. OK. Et 6 était la moyenne. Et je tournais toujours entre le 8, le 10. Joli, mais alors... Des fois, certaines fois 7. Et puis, au moment du départ de mon papa, là, ça a été... ça a glissé, quoi. Ouais, mais c'est normal. Et puis, j'avais une mauvaise enseignante. J'avais pas une mauvaise enseignante, mais j'avais très peur de tomber sur une enseignante qui était extrêmement sévère et qui aurait pas du tout compris. Et ma mère m'a laissé le choix de partir dans un autre collège et quitter mes amis, ou de rester dans ce collège avec cette prof qui collait les chewing-gums à la racine des cheveux, ou qui elle était très sévère. C'était une vieille personne. Une vieille peau. C'était une vieille femme seule, qui n'avait jamais eu d'enfant ni de mari, et une vieille fille, comme on disait ça à l'époque. Et elle n'était pas toujours très agréable, et du coup j'avais peur d'elle, et j'ai préféré changer de collège. Ouais. Du coup voilà, mais ça n'empêche quand même pas que la concentration y était pas. Et en fait, j'aurais probablement eu besoin, comme ils font maintenant, de soutien et d'être devant plutôt que on te mette derrière. Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc, en fait, une fois que tu étais derrière, tu étais livré à toi-même. Ouais. Et puis, forcément, ton esprit qui part, il partait à la fenêtre à regarder le ciel, quoi. Ouais, puis souvent, à l'arrière, t'es avec tous les autres petits clowns qui font n'importe quoi. Du coup, ça te distrait encore plus. Puis après, voilà. Puis alors, du coup, tu nourris cette idée, que toi, de toute façon, t'es bête, puis que t'arriveras jamais à rien. Ouais. Donc, forcément, tu te confortes là-dedans. Et c'est un peu plus dur de suivre une scolarité normale, quoi, en fait. Et moi, je vois, quand je discute avec toi, c'est vrai que je dois beaucoup te recentrer. Si on essaye de se dire, voilà, on a un objectif commun, on doit écrire un texte, par exemple, c'est vrai que tu as cette tendance à t'évader sur autre chose. Et puis, souvent, je dois te dire, allez, bon, ok, oui, je suis d'accord avec toi, mais vas-y, maintenant, on focus, on revient sur la thématique. Et j'ai l'impression que tu penses beaucoup en arborescence, mais je trouve pas que, de mon point de vue, je comprends que tu ressentes le fait que tu te sois senti bête ou autre, mais je trouve que c'est une force parce que du coup, tu as 1000 longueurs d'avance sur les autres. Tu vois? Alors, ouais, je pense que... je sais que le moindre petit truc peut me perturber. Là, on est dans cette pièce, et là, j'ai déjà regardé 15 000 fois un endroit bien précis qui attire mon œil. Et, qu'est-ce que tu regardes dans ma maison? Je pourrais très vite partir dans d'autres choses, parce que je regarde tout, les moulures, les photos, tout ce que je peux voir. J'ai déjà vu qu'un des 2 rideaux, il n'était pas de la même manière que l'autre. Il n'est pas droit. Mais c'est ça qui, en fait, encore dans une pièce, ça va. Ouais. Mais si on va en extérieur, je sais pas si tu te rappelles, on a fait une sortie une fois avec ton compagnon. Ouais. On a fait une sortie et en fait, il y avait tellement de stimulation extérieure parce qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là au bord du lac. Et pour moi, c'était très, très compliqué d'être focus dans les conversations parce que je voyais tous les détails des gens qui passaient et j'ai beaucoup de difficultés à faire un écran. Ouais. Et il faut vraiment que je sois prise dans quelque chose pour être focus, comme par exemple quand je fais du dessin. Là, je suis focus, ou du coloriage, ou quand je fais une activité bien précise, je vais arriver à pas sortir mon nez du truc maintenant avec l'âge, ce que j'arrivais pas à faire quand j'étais plus jeune. Mais par contre, c'est très compliqué pour moi le bruit extérieur quand il y a beaucoup de stimulation et beaucoup de personnes. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime pas les grands comités avec trop de personnes. J'aime mieux quand il y a 2-3 personnes, et quand il y a des fêtes d'anniversaire où tout à coup il y a 30 ou 40 personnes. Ouf. Ouais, je comprends. C'est dur. Ouais, je comprends. C'est dur, j'ai l'impression de voir tout le monde sans voir tout le monde, de parler sans parler, et du coup, j'arrive pas à me concentrer à parler d'un sujet avec une personne. Ouais, c'est ça. Puis ça part dans tous les sens. Parce qu'en fait, dans ma tête, je peux être en train de penser à un truc et parler d'un truc,
Et dans ma tête, il y a un autre truc qui est en train de m'interpeller et je bifurque dans ce que je suis en train de penser. Ouais. Du coup, les autres me regardent un peu bizarrement, genre. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à te suivre là. T'es passé du coq à l'âne là. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est un peu ça. En fait, c'est fatigant pour les autres. Je m'en rends bien compte. C'est pas volontaire et je fais pas exprès. Des fois, je m'en excuse. Mais par contre, c'est fatigant aussi pour moi. Ouais. Voilà. Surtout pour toi. Parce que les gens, ma foi, je me fatigue moi-même. Ma foi, les gens, s'ils t'aiment, ils s'adaptent. Au bout d'un moment, ils sont pas contents de la porter là, tu vois. Oui. Oui. Après, avec les stratégies, puis là, je t'essaye de faire un petit peu. Oui. De mettre de l'eau dans ton vin, t'es beaucoup plus résilient. Voilà. Voilà. Mais après, c'est vrai que ma capacité d'observation, elle est très grande parce que je suis toujours en train d'écouter, voir qu'est-ce qui se passe autour. Ouais. Donc même, je sais pas, dans une place où il y a plein de monde, je vais voir pas mal de petits détails. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que justement, t'es pas la première personne que je connaisse qui est un petit peu pile électrique comme ça. J'ai l'impression que dès que vous avez trouvé votre passion ou un truc qui vraiment vous intéresse, alors là, c'est bon. Là, on peut faire tout et n'importe quoi, côté passer l'aspiro, te parler ou autre. T'es tellement dans ta bulle. Exactement. Et donc, au final, c'est exactement ça. Est-ce que vraiment c'est juste que t'es une pile électrique ou est-ce que vraiment c'est juste que, en fait, ça t'intéresse pas, tu vois? Et puis. Déjà, peut-être ça intéresse pas, ou parce que des fois, c'est vrai que c'est paradoxal. La personne peut quand même se concentrer sur une période quand même relativement longue selon le sujet. Ouais. Mais des fois, il y a quand même des trucs qui m'intéressent, mais j'arrive plus à suivre parce que mon cerveau, il est saturé. Ouais. Et des fois, ça m'arrive, si tu es dans une séance ou même que le sujet t'intéresse ou même dans une conférence, même que ça t'intéresse, je vais pas arriver à tout capter. Enfin, je vais pas être comme la personne. Je peux retenir certaines choses. Ouais. Par exemple, de certains trucs du passé, j'arrive très très bien à les ressortir, ce qui s'est passé, quoi, comment. Beaucoup l'émotionnel, ce que tu as vu, entendu, senti, sensoriel, je pense. Je pense que c'est plus ça chez moi. Ouais. C'est pour ça que l'observation est beaucoup plus fine, affinée chez moi. Ouais. Et ouais. Mais voilà, je peux comprendre que c'est pas donné à tout le monde de comprendre ces modes de fonctionnement, ces personnes qui bifurquent d'un sujet à l'autre, puis qui reviennent dessus après parce qu'en fait ils ont pas que terminé. Parce qu'en fait c'est ça. Tu peux partir dans un autre tu pars en Chine, mais tu reviens. Voilà, puis je reviens après. Allez hop. Allez, est-ce que vous êtes prêts? C'est pour voir si vous êtes concentrés ou pas. C'est ça, vous suivez. Alors t'imagines un orateur comme moi, mon Dieu. Mais faut pas sous-estimer comme ça. Écoute, ça met l'ambiance, c'est pas mal. Ah, ça met de l'ambiance, ça c'est sûr. T'apprends à devenir un petit peu clown avec ce genre de truc. Oui, et ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez toi, c'est vrai. Moi j'aime beaucoup. Et donc là par exemple on discute, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Si tu devais, je sais pas, imager ou juste dire comment ça se passe dans ta tête maintenant ou dans une autre situation quelconque? En fait, quand tu dois te concentrer sur un sujet, là l'occurrence parler d'un sujet, en fait tu te fatigues plus vite. Tu te rends compte que tu chauffes, ton cerveau chauffe plus vite parce que tu as regardé 15 000 photos, je t'ai déjà dit, tu regardes tous les détails, t'es partout, tu vois tous les trucs. T'as vu mes photos. Alors qu'il y a des personnes, ils vont peut-être voir sans voir, tu vois. Ouais. En fait, ça va pas les couper. Moi, je peux voir un truc et au début, quand on a commencé à parler, je suis tombée sur un bocal là-bas et du coup, sur le moment, j'ai cherché mes mots. Parce que j'étais trop en train de détailler l'intérieur du bocal, d'essayer de comprendre ce qu'il y avait dedans. Ah ouais. Et du coup, j'ai mis du temps à sortir les mots au début. Je sais pas si tu... Ouais. Mais c'est fatigant parce qu'en fait, on se perd on se perd complètement dans des détails et des trucs qui... Voilà. Ouais. Ou alors, je vais donner beaucoup de détails d'un truc alors que les personnes, ils vont pas donner autant de détails, tu vois. Ouais. Pour moi, ça me semble normal et important. Ouais. Mais pour certaines personnes, ils vont synthétiser, schématiser, et puis voilà, bam, bam, bam. Ouais, donc là, t'es en train de me décrire, là. Ouais, voilà, je fais de la description dans ma vie en permanence. Non, mais en fait, j'ai l'impression que, par exemple, entre toi et moi, par exemple, parce que là, ce que tu décrivais, c'était vraiment nous deux, finalement, où toi, tu vas vraiment donner
plein de détails les plus fins, les plus précis possibles. Et moi, je vais te résumer en une phrase. Donc, en fait, là, ce que tu es en train de me dire, c'est ça. Peut-être, oui. Oui, et en fait, là, je suis là. Elle m'a coupé dans mon truc. Oh, elle me saoule. Pourquoi elle résume comme ça aussi vite? Et moi, je suis là. Bah, vas-y, écris ton livre. Oui, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Et alors, une personne m'a dit, quand vous aurez du temps, vous nous écrirez une thèse. Bon, ok. Mais en fait, il y a tout qui a du bon, franchement. Parce que, en fait, j'ai l'impression c'est comme si on mettait pas le curseur sur le même niveau. Pour toi, tu disais que tous les détails que tu donnes, chaque détail est hyper important pour toi. Tandis que moi, je vais être plus dans cette optique de il faut être efficace tout de suite, il faut être proactif tout de suite. Alors que toi aussi, t'es proactive et t'es efficace. Mais parce que je suis speed. Oui, mais t'as justement c'est pour ça que je disais avant, t'as cette pensée en arborescence où t'as une longueur d'avance. C'est que moi, par exemple, je pourrais penser à tort que toi, tu pourrais ne pas être efficace parce que tu vas trop dans le détail, mais à tort parce que toi, t'auras déjà vu 1000 choses que moi, j'ai pas vues. Et du coup, moi, je vais foncer en me disant, ouais, c'est bon, je suis au clair, on y va. Et peut-être je vais me planter parce que j'ai pas vu tous ces détails que toi, t'as vus, tu vois. Mais tu vois, là, exactement, pendant que tu es en train de parler, Elle a pensé à Disneyland. J'ai eu 10 secondes où j'ai décroché, j'étais en train de penser à mon endocrinologue qui me disait, vous êtes speed aujourd'hui. Et du coup, je suis revenue sur ce que tu disais, et effectivement, tu as raison. Mais le fait que je sois speed et que je suis rapide dans mes mouvements, en fait, des fois, j'ai eu des collègues à l'époque où je travaillais dans mon ancien travail, elles me disaient, tu vas trop vite, tu laisses pas assez de travail aux autres, donc travaille moins vite. Et j'étais là, excuse-moi d'être si efficace. J'étais là, mais en fait, elles sont tellement lentes que après je comprends, c'est leur fonctionnement, mais pour moi ça me semblait, mon Dieu, je les regardais, j'avais l'impression de, tu sais, le lièvre et le tortue, le livre, et tu vois là, et moi en 2 temps 3 mouvements, j'ai déjà fait les trucs parce qu'en fait je suis très pragmatique dans ma tête et je sais, j'ai besoin de ça, je dois faire comme ça, tac, 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 tu vois. Donc, tu as des choses où tu es méga proactive, tu sais, tu es au clair, on y va. Oui, une fois que c'est bien ancré et que j'ai bien assimilé la chose que je dois faire, je vais être tout. Voilà, mais avant, tu as eu cette phase, mais qui t'a pris 1 seconde et demie pour toi, puis nous, ça nous prendrait peut-être 2 minutes. Tu as eu cette phase où tu as déjà fait toute la liste, tu as déjà observé tout ce qu'il y avait, tu as fait tout ce process, en fait. C'est pour ça que tu vas aussi vite comme ça. C'est ça, mais c'est fatigant. Ouais. C'est fatigant, voilà. Mais ça, t'as parlé de ton endocrinologue. Est-ce que t'as eu un diagnostic de quelque chose ou juste une pile électrique et voilà? Non, mais c'est parce que l'endocrinologue, c'est parce que quand j'ai eu ma 2e grossesse, j'ai fait une hyperthyroïdie de grossesse. Et en fait, j'étais encore plus speed. Parce que justement, le cœur battait très vite, mais je m'en rendais pas compte. Hein. En fait, tu sais pas, c'est à la prise de sang qui se sont aperçus, mais en fait, vous faites une hyperthyroïdie. Il faudrait que vous preniez des médicaments. Donc moi, j'étais dans tous mes étapes, il fallait avaler un truc qui était immonde et qui me faisait vomir à chaque fois, et 2 fois par jour en plus. Et puis ça te laissait le goût sur les doigts, donc il fallait bien aller te laver la main. C'est quoi ce machin? C'était horrible, un médicament affreux. Un truc, un liquide ou bien? Non, il m'a comprimé. Enfin bref, et voilà, pour essayer de calmer tout ça, parce que j'étais ultra speed, donc le cœur, tout, voilà. Mais donc? Et donc, c'est pour ça qu'il me disait que vous êtes speed, hein. Mais donc, du coup, t'as pas répondu à la question? Non, j'ai pas fait. Non, non, ils m'ont jamais dit. T'as juste dit ça, il n'y a pas eu de. Mais les gens autour de moi m'ont toujours dit, mais toi, tu l'es. Oui. Il y en a plein de personnes qui m'ont dit, t'es pas la seule. Oui, mais pour moi, tu l'es clairement. Pour nous, ouais. Bon, voilà. Ouais. Et ce serait quoi pour toi? J'ai jamais été me faire diagnostiquer parce que je me suis dit, ça apporterait plus grand chose maintenant, étant donné que j'ai moi-même un enfant. Voilà, qu'il l'est. Et du coup, ça me changerait plus rien à ma vie parce que j'ai appris à fonctionner comme je suis. Et puis, j'ai appris plus ou moins à m'accepter. Parce que j'avais toujours l'impression de déranger ou de pas être à ma place ou d'être en dessous. Mais ça, c'est pas l'hyperactivité qui te faisait sentir ça? Non, mais justement, le fait d'avoir des difficultés au niveau scolaire pour apprendre à se concentrer,
ça t'aide pas. Ça te baisse l'estime de toi, en fait. Exactement. Ouais. Et puis, comme à l'époque, voilà, on t'aidait pas plus que tant. Oui. Du coup, tu avances dans la vie comme ça. Et puis, ouais, donc en fait, tu as réussi à trouver des alternatives de comment faire pour t'adapter au mieux à ce monde qui va pas aussi vite que toi, en fait. Voilà. Et puis, c'est pour ça que des fois, j'ai des moments où je vais être ultra calme. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais où j'ai besoin justement de ce calme. Ouais. Autant je mets la musique super fort dans la voiture, j'ai une conduite sportive, je suis plutôt. Oui, moi je suis malade en voiture avec elle. Ça se voit dans mon caractère. J'ai plus une conduite d'homme que de femme, mais voilà, j'aime que les choses aillent vite, tac, 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 marche arrière, poum, poum, on se parque, on y va, allez hop, ça bouge. Toi, tu voles dans tous les sens dans la bagnole. Plus il y a de voitures maintenant, et plus c'est compliqué pour moi parce que voilà, ça va pas assez vite. Du coup, c'est très bien qu'il y a des moments, je suis obligée de me poser, et des fois, j'ai besoin d'avoir du calme, mais vraiment du calme, c'est-à-dire plus de bruit. Ouais. En plus de mon métier où j'ai beaucoup de bruit autour de moi. Ouais. Et du coup, j'ai besoin de me poser et parce que sinon mon cerveau il va exploser. Part en fumée, quoi. Ouais, j'ai des moments où j'ai besoin. Puis plus avec l'âge encore. Et est-ce que tu as trouvé justement des tips qui vraiment, peu importe où t'es, peu importe l'endroit, peu importe ce qui se passe autour de toi, t'as un tips qui fait que ok, là c'est bon, je sais que ça m'apaise, ça me calme, ça me permet de sortir mon énergie, ou il y a des choses que tu fais ou juste tu subis le truc? Actuellement, dans le mode de vie que j'ai, le travail que j'ai pas trop le temps de m'amuser à faire ça, malheureusement. Mm-hmm. Du coup, c'est plus tu subis. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais une autre manière de vivre. Et du coup, là, j'allais beaucoup plus marcher, faire de la marche rapide. Ouais. J'étais plus en communion avec la nature. Mm-hmm. Parce que quand tu vas plus assez tôt le matin, il n'y a pas trop de monde, et puis parce que le bord du lac bondé, c'est pas mon truc. Ouais. Du coup, voilà. Ou alors j'allais en forêt, et ça, c'était les endroits qui pouvaient m'apaiser, c'est-à-dire rien que l'espace de l'eau comme ça, d'avoir un espace, la vue est très importante pour moi, vu que je détaille tout. Ouais. Je suis très sensible à l'environnement. Au stimuli, à l'environnement. Je pourrais pas vivre avec un immeuble en face de moi. Ouais. J'ai quitté la ville pour monter un peu plus dans les hauteurs pour mieux supporter la civilisation. Ouais, parce qu'en fait, finalement, quand tu es en forêt ou quand tu es en nature ou au bord de l'eau, tu as tous ces stimuli visuels, tu as plein de choses, mais c'est des stimuli calmes, en fait, apaisants, qui t'apaisent. Ouais, c'est ça. Parce que c'est assez neutre, en fait, finalement. On dit le vert calme et détend, à la base. Ouais. Du coup, le ciel, l'herbe, enfin les arbres, les chants des oiseaux, les rivières, les espaces d'eau comme le lac, les montagnes, des grands espaces. J'aime pas être, je suis un peu claustro, j'aime pas être enfermée. Ouais. Et du coup, c'est un peu plus compliqué pour moi quand on est beaucoup dans une seule pièce. Et des fois, je dois subir un peu c'est ça, j'allais dire. Tu fais comment, par exemple, au travail je subis. Si t'as trop de stimuli. Oui, parce qu'en fait, certaines salles sont trop exiguës en mon sens. Ouais. Et avec trop de décibels. De personnes, enfants comme adultes. Et du coup, c'est trop exigu pour moi. Et trop de bruit et ouais. Toi, faudrait que tu bosses en forêt, en fait. Alors, je sais qu'il existe... Ouais, justement ce que tu fais, mais en forêt. Ouais, il existe beaucoup en Suisse allemande aussi, et ça c'est assez intéressant, l'approche avec la nature, ou le travail avec Pro Natura, ce genre de choses. Il y a des côtés assez sympathiques, mais bon, il faut faire avec, faut juste apprendre. Et c'est pour ça que moi je suis très contente quand je peux remonter un peu plus haut dans mes hauteurs, parce que moi j'ai un champ devant moi, j'ai les chamois qui se promènent matin, t'es bien là où soir, franchement. J'ai une vue qui m'apaise. Et je me sens tu m'étonnes avec les méga beaux couchers de soleil que tu as tous les soirs. Ouais, mais on a aussi Stilleul qui... Enfin, il y a cet attrait quand même à la nature, tu vois. C'est très proche de la ville, mais quand même avec cet attrait avec la nature. Et depuis que j'ai eu mon fils, du coup,
j'ai quitté la ville, quoi. Je suis partie dans les hauteurs déjà, dans une autre ville en premièrement, et on était proche aussi de la forêt. Et mes compagnons, c'était les écureuils tous les jours, les renards, les biches qui se promenaient, les pics. On avait le pic vert dans l'arbre, les couples de geais que j'observais beaucoup, et ça c'était super apaisant. Depuis ta cuisine, tu fais à manger et tu regardes les écureuils, des geais qui sont dans les arbres. C'est beaucoup plus apaisant, en fait. Ouais. Et depuis là, j'ai plus réussi à venir en ville. Ouais, bah écoute, ma foi, tant mieux. J'ai envie de te et même dire. ça m'arrive quand je suis en ville, dans une plus grande ville comme Vevey ou comme ça, ou même Lausanne. Pour moi, déjà, Vevey, c'est grand, tu vois, il y a déjà trop de véhicules. Et je respire et je sentais déjà trop ces gaz d'échappement et trop d'agitation. Au bout d'un moment, j'ai tout de suite envie de repartir et de remonter, quoi. Mais quand tu as cette agitation, quand tu as toute cette foule, là, si je vois par exemple à Lausanne, moi qui adore cette ville, t'as les gens vraiment qui te... Elle rigole. T'as vraiment les gens, limite, ils te foncent dessus, enfin, ils te coupent la route, et puis après, bah, toi, tu t'as pas regardé, donc tu leur marches sur le pied, puis ils se retournent et ils te regardent avec un regard de la mort qui tue. Comment tu fais? Enfin, c'est quoi ce que tu ressens? C'est de l'anxiété ou c'est de l'agacement? C'est quoi que t'as? Alors, j'arrive. Ce que j'aime pas, c'est être tout à coup serré dans une foule et avoir la peur de manquer d'air. Par exemple, si on serait dans une salle de concert enfermée, là, j'aurais plus peur vu que je suis claustro. Après, j'arrive par petits moments, genre jazz festival, genre de trucs. Mais je suis quand même pas ultra fan. Et puis, vu que la civilisation, elle est devenue de plus en plus complètement cinglée, du coup, les gens n'ont plus de savoir-vivre et savoir-être. C'est ce qu'on apprend, nous, à nos enfants, d'ailleurs. Ils ont plus la conscience aussi des gens et de ce qui se passe autour d'eux. C'est triste. Mais bon. Ben, ça a considérablement changé de mon enfance, en fait. Ouais, coup, mais même de la mienne, vraiment. Parce que moi, j'ai quand même grandi jusqu'à mes 30 ans sans téléphone portable. Et sans rien, donc on avait très peu de choses, et en fait, on était moins stressés. On profitait beaucoup plus de la vie. Tu sais, c'est comme moi, quand j'habitais en Valais, puis que je prenais le bus à Montaix, à Martigny, ou peu importe, tu sais, tu te dis au revoir, merci, quand tu sors du bus. Quand tu croises les gens, tu dis bonjour. Et c'est magnifique. Après, j'avais déménagé à Lausanne. Les gens, ils te foncent dessus, ils s'excusent même pas. Personne te dit bonjour. Bon, ils sont beaucoup aussi. Et dans le bus, les grandes villes, personne dit merci. Personne ne dit merci. C'est à qui je paye. Au conducteur. Au conducteur de bus, par exemple, tu vois. Alors, ça se faisait beaucoup dans les plus petits villages, parce que aussi tout le monde se connaissait, dans les cars postaux et tous ces trucs. Après, quand c'est des grands bus doubles, tu sais, articulés, le conducteur de bus, il l'entendrait même plus. Et puis, mais juste, au moins faire un signe, je sais pas. Ça a plus de sens maintenant. Ouais, justement, je trouve que ça se perd, et ça, faut garder. Alors, on s'égare un peu du sujet. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des... un grand classique. Normal. Mais je crois que c'était ma faute pour le coup. Oui. Mais voilà. Donc, c'est vrai que des fois, je retourne en Valais et je suis là, les gens qui disent bonjour, c'est magnifique. Au revoir, merci dans le bus. C'est pour ça que si tu vas en montagne, en campagne ou quoi, tu croises les gens, ils te disent bonjour. Mais oui. Donc voilà, des fois, c'est pas qu'on est dans un monde où les gens sont asociaux, c'est juste qu'on n'est pas dans le bon endroit. Mais ça va, à part ça, je suis très contente là où je suis. Donc je ne me plains pas. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'individualisme et d'égoïsme. Et du coup, quand tu penses que ta petite personne et que tu peux pas avoir de la bienveillance et de la gentillesse gratuite sans rien attendre en retour, ça commence déjà mal. Après, je sais pas si c'est de l'égoïsme volontaire ou c'est plutôt inconscient. Tout le monde est dans sa bulle plutôt, j'ai l'impression. Alors oui, alors après, c'est pour ça que en résilient, tu dois te dire, même si une personne est énervée le matin quand il dépose son enfant, il faut pas le prendre pour soi, et puis il faut toujours essayer de se mettre à la place de la personne en se disant, peut-être qu'elle a vécu quelque chose de difficile pendant la nuit ou le matin, et qu'en fait, toi, tu peux pas porter un jugement sur la personne complètement en la jugeant directement, en disant cette personne est comme ça, alors qu'en fait ça peut être qu'un court instant.
Donc, on a tous des moments dans la vie où tout à coup, on peut avoir des petits moments comme ça. Et mais donc, ça, il faut être résilient, quoi. Ça me gave. Il y avait justement une ancienne directrice à moi qui m'a dit pareil, qui m'a dit, mais tu sais pas ce que les gens y vivent. J'ai dit, est-ce que eux, ils savent ce que moi je vive? Parce que ça se trouve que, tu vois, dans le même sens. Et moi, je me permets pas d'être une connasse avec les gens sous prétexte que oui, mais ce matin, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Ou même si, par exemple... des fois, on s'en rend même pas compte, tu sais. Ouais. Des fois, c'est inconscient. Hein. Mais je suis pas d'accord avec cette excuse. On ne devient pas des trous du cul parce qu'on a une vie de merde. On peut rester humble et... Surveille ton langage. Sale gamine. Ah non, je rigole. Mais enfin, voilà. Bref, on s'égare. Mais ouais, je trouve intéressant de voir un petit peu comment tu vis les choses. Et puis aussi, pour toi, c'est quoi cette force, en fait? Quelle force ça te donne de penser en arbre comme ça? J'avais le mot avant, je l'ai plus. Arborescence. Merci. En arborescence. Qu'est-ce qui en quoi ça t'aide, en fait? En fait, des fois, c'est même pas réfléchi ni conscient. Ça part juste comme ça. Ouais. C'est que t'es là et tu penses à 15 000 trucs. C'est pas tout le temps. Mais ça a sûrement une force, tu vois. Il y a sûrement une force avec ça, mais est-ce que c'est un mode de fonctionnement, je pense. En fait, c'est aussi toujours t'as peur d'oublier des trucs. Ouais. Et comme tu as peur d'oublier des trucs, c'est comme, par exemple, quand il faut se lever et puis faire une ouverture très tôt le matin, je sais que la plupart du temps, je vais passer une très mauvaise nuit parce que la peur de ne pas être à l'heure pour ouvrir et tu sais qu'il y a des personnes qui vont attendre sur toi. Ouais. Tu vois, je veux dire, les parents, ils arrivent avec les enfants, tu peux pas, voilà. Donc ça, c'est déjà une grosse pression et donc ton esprit, il va tout le temps penser. Mm-hmm. Quand je sais que je vais devoir me lever tôt, je sais que t'as pas droit à l'erreur. Ouais. Donc mon esprit, même pendant la nuit, des fois, je peux me réveiller, être déjà en train de me dire c'est quelle heure, il faut que j'ouvre, tu vois. Wow. T'essayes et des fois tu dors très très mal et puis tu te rends compte que t'es pas reposé. C'est à quelle heure que tu te fous la paix aussi? À quelle heure? Ouais. Quand j'ai fini de faire à manger, quand j'ai réussi à tout finir chez moi, puis que je peux enfin me poser. Et que tu peux enfin réfléchir à la prochaine problématique. La prochaine problématique que je dois régler. Ouais. Là, en fait, tu te construis comme ça. Puis avec l'âge, tu apprends aussi avec les aléas de la vie à plus être résilient, à plus essayer de trouver des moyens pour que ça t'impacte moins et puis que tu le vives mieux. Et puis d'accepter aussi. Et puis d'essayer. Il faut accepter. Ouais, t'as pas trop le choix. Puis aussi d'essayer de trouver C'est ça que je te disais avant. De trouver un peu des points positifs à ça, parce que d'une certaine manière, tu t'es senti plus basse dans ton estime, un peu rabaissée quand t'étais jeune et tout ça. Mais moi, je suis sûre qu'il y a du bon à ça. Alors, je pense qu'effectivement, ça doit être éprouvant, fatigant. Et toi, tu le vis, donc tu sais vachement mieux que moi. Mais je suis sûre que tu as plein de choses positives grâce à ça. Non? Oui, dans le relationnel aussi. Est-ce que c'est ça qui te rend si spontané? Je pense que c'est un mélange, tu sais. Je pense que c'est aussi ce que tu as vécu en tant qu'enfant, c'est aussi la vie que tu as eue avec tes parents, comment était déjà ma mère. Ma mère, elle était quelqu'un de très doux, qui me réveillait toujours le matin avec douceur. Elle te caressait le visage, elle n'était pas là en train d'allumer la lumière. Debout tout le monde, c'est l'heure. C'est l'armée. C'était pas comme ça, tu vois. Elle était très douce, très câline. C'était jamais une personne qui faisait le mal. Et du coup, je pense que on prend aussi du côté positif de la chose. Après, c'était une personne assez nerveuse malgré tout. Plutôt anxieuse ou bien. Voilà, et je pense que ça, elle l'a aussi quand même un peu transmis. Et voilà, moi j'ai toujours dit, j'en voulais pas à mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qui leur ont été donnés, et surtout à cette époque, parce ils sont quand même nés tous les deux en 1942. Donc forcément, ils ont été parents, ils avaient 23 ans, 22 ans. Oui, puis tu décides pas enfin, toi, t'as pas choisi de naître en étant imaginons hyperactive.
Et eux, ils n'ont pas choisi de transmettre ça s'ils avaient déjà ça. Non, puis on ne sait pas. Puis en plus, on a une partie de la branche familiale où on n'a pas de réponse, étant donné que ma maman a eu un autre papa biologique qu'elle n'a pas connu. Mm-hmm. Et donc, du coup, de cette tranche-là de la famille, on n'a pas de... On ne sait pas si génétiquement il y a des choses. On ne sait pas du tout. Étant donné que ma maman est décédée aussi de la maladie d'Alzheimer, il y a plein de choses comme ça autour de tout son bilan médical, en fait, ou génétique qu'on n'a pas, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on fait avec. Puis si tu devais donner un conseil à un jeune un ado, toi qui t'entends vachement bien avec les ados. Ouais, bah oui, si tu devais donner des conseils à un jeune qui est un peu dans ce même vécu que toi, qui est aussi une petite pile électrique d'amour et puis qui saute comme une sauterelle, comme tu disais, et puis que lui ou elle, ça le ou la fatigue et qu'il n'a pas trop de tips, comment il pourrait faire toujours de croire en lui, puis de temps en temps, on a des bonnes fées qui sont sur notre route. Moi, j'ai eu aussi des personnes qui m'ont pris sous leur aile ou qui m'ont parlé, qui étaient douces, qui étaient gentilles, puis qui m'ont quand même donné ma chance et qui m'ont pas dévalorisé. Du coup, ça aide. Et des fois, on a la chance de tomber sur ces personnes-là. Ouais. En fait, c'est ces personnes-là qu'il faut s'entourer et non pas sur les personnes qui critiquent ou qui sont négatives et qui vont te tirer vers le bas ou te faire sentir plus bas que terre. En fait, je pense que c'est important. Et puis qu'ils trouvent eux-mêmes leur stratégie et leur voie. Et moi, chaque fois que j'ai affaire à des ados ou des jeunes, j'ai toujours été à l'écoute parce que moi-même, c'était compliqué pour moi. Ouais. J'ai gardé cet esprit un peu, pas ado, mais ado adulte, mais quand même. Ouais, mais c'est ta force. À rire, ça. À la déconne. Mais oui. Je suis pas et du tout. Et t'arrives à créer un lien avec eux en deux-deux. Ouais, moi, je parle avec tout le monde. Il n'y a pas de confrontation, et ils t'écoutent et ils ont confiance en toi et c'est bon. Je sais pas. Mais oui, t'as vraiment peut-être j'ai eu affaire aussi à des personnes comme ça et franchement, ça a été vraiment des bons moments pour moi. Et voilà, après, je pense que souvent, ces enfants-là sont souvent créatifs. Ah ouais, ça j'en doute pas. Et ouais. Et moi, dans ma famille, tout le monde, depuis mon père qui a toujours fait de la sculpture, de la photographie, de la peinture. Moi, j'ai toujours baigné un peu dans ce côté artistique. Ouais. Ma fille aussi, mon fils aussi. Et puis moi, j'ai toujours aimé essayer de créer des choses. Depuis toute petite, ma mère me disait, les moments où tu étais le plus calme, c'est quand tu étais dans ta chambre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, on n'avait pas beaucoup de distractions, il fallait se distraire soi-même. Elle me disait, des fois, tu t'ennuyais, mais tout à coup, je te voyais, tu te mettais à ton petit bureau, tu commençais à créer plein de trucs avec du papier de toilette, des boîtes de conserve, n'importe quoi, tu étais en train de faire des trucs, quoi. C'est chou. Ouais, voilà. Mais je pense que ces enfants-là, ils ont une autre manière de penser, de voir. Ouais. Et en fait, il faut le respecter, il faut pas les casser, il faut les laisser. Souvent, la société veut les mettre dans des cases ou dans des moules prédéfinis. On est très exigeant et ces enfants-là qui auraient besoin de plus de temps pour s'accomplir, malheureusement, non, faut aller vite, quoi. Faut aller dans le moule. Et des fois, c'est un peu triste. Mais leur vie, elle est pas finie parce que tu peux choisir un métier et puis tu peux bifurquer dans autre chose. Ouais. Et je pense que il y a plein de possibilités. Oui. Il faut juste qu'ils trouvent les bonnes personnes à qui parler. Moi, j'ai beaucoup emmené des jeunes dans des orientations professionnelles, dans des écoles spécialisées. Et en fait, j'en ai 2-3 qui ont trouvé leur voie grâce à ça. Ouais. Et puis même s'ils devaient se planter, c'est pas grave, ils recommencent. Et puis chaque fois qu'il y avait des jeunes qui allaient pas bien, j'ai toujours discuté avec eux, j'ai toujours pris le temps parce que je me dis que c'est important. On peut pas leur demander, on leur demande en fait d'être des mini-adultes en étant dans l'adolescence et déjà de connaître le métier alors qu'ils sont au b.a-ba et ils essayent d'apprendre. Alors certains ne te donnent pas les moyens, certains, voilà, c'est clair que de faire de l'absentéisme ça aide pas. Mais je veux dire pour ceux qui sont volontaires et qui essayent, il faut juste prendre le temps, leur répéter, et même s'ils oublient, essayer plutôt de les soutenir dans leurs problématiques, comme j'ai fait avec une que j'avais, plutôt que de les enfoncer. Mais c'est ça, surtout que, mais c'est ça, et surtout que nous, en tant qu'adultes, on a ce rôle
de soutenir. Là, si on parle des ados, on est là-dedans, mais ils sont dans une période de vie, mais qui est une des pires, je trouve. Et puis, oui, c'est de l'apprentissage, mais c'est aussi un corps qui change, des façons de penser qui changent, plein de questionnements. Enfin, aussi le fait de tout remettre en question, même la société, etc. Et je trouve que c'est une des périodes de vie avec l'enfance où la personne, le jeune, a un besoin de soutien, mais inconditionnel. Et d'avoir des gens comme toi, ça fait du bien à ce monde, parce que du coup, t'es vraiment ce genre de personne qui comprend, qui est attentionné, qui soutient. T'as vraiment ce truc-là, quoi. T'arrives à créer un bon lien avec eux. Et du coup, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se reconnaître un petit peu en toi, avoir cette pensée en arborescence et tout. Et je pense, je suis pas du tout à votre place, mais je pense que c'est important de se dire que oui, ça peut être fatigant pour vous ou pour les autres, mais c'est une force en fait. C'est une autre façon de voir les choses et il faut pas être dépité parce que on n'est pas comme les autres, mais on s'en fout de pas être comme les autres. Enfin, je veux dire, on est tous différents, on a tous une façon de penser différente. Et au final, c'est une force chez tout le monde finalement. On doit se compléter. Pourquoi est-ce qu'on est censé être tous les mêmes pions ? Dans un jeu d'échecs, tu as plein de pions différents. À l'époque, on savait pas que le cortex frontal n'était pas... Enfin, c'est pas qu'il le savait pas, probablement qu'il le savait, mais on n'en parlait pas, que c'était formé définitivement vraiment à l'âge de 25 ans. Ouais. Donc, on demandait à des jeunes de 17-18 ans de fonctionner comme des adultes à part entière. Droit de vote, 18 ans, allez hop. Alors qu'en fait, ils n'ont pas encore... On voit... D'ailleurs, même ma fille quand elle a eu ses 18 ans, elle m'a dit, mais moi, je me sens pas encore adulte, j'ai encore besoin d'être accompagnée. Mais c'est ça. Et oui, et c'est vrai. Et à l'époque, on te disait pas ça. T'es majeur et il faut aller travailler, faut ci, faut ça. Les parents, ces jeunes devenaient des jeunes adultes et devenaient des jeunes parents déjà très très tôt. Oui, donc on leur demandait de tout réussir parfaitement, alors qu'en fait, t'imagines la pression de fou. Ouais. Et d'ailleurs, le professeur docteur Olivier Rébol, qui est spécialiste des enfants à Lyon, TDAH et HPI, et dyslexie, dysorthographe, enfin un petit peu tout ce qui va de pair, il disait double peine ou double chance pour ces enfants. Parce qu'en fait, on peut le transformer comme étant une chance, comme tu le disais. C'est ça. Exactement. Souvent, c'est des personnes qui ont développé des sens artistiques qui sont juste incroyables. Mais c'est ça, si tu arrives à voir ce qui t'apaise, si tu arrives à voir comment utiliser cette force-là, si tu arrives à vraiment, au final, bien apprendre à te connaître et voir comment toi tu fonctionnes, comment le monde peut aussi s'adapter à toi. Après, ça va dans les deux sens, faut que tu t'adaptes aussi au monde, mais de voir comment tu peux faire en sorte d'être le plus, pas apaisé, mais le plus, de vivre le plus facilement possible, en fait, avec tes forces, tes faiblesses, et comme tout le monde a des forces et des faiblesses, et voilà, quoi. C'est pour ça que pour moi, le dépistage, malgré tout, je pense que c'est quand même une étape importante. Malheureusement, la société a décrété que c'était devenu une mode et en fait, pour l'avoir vécu à travers mon fils et moi-même, je me rends compte que c'est souvent des gens qui ne le vivent pas. J'allais dire, c'est les ignorants qui disent ça. Et c'est triste parce qu'en fait, ils ont mis des étiquettes et puis ils ont dit, mais maintenant tout le monde est comme ça. Mais en fait, pas du tout. Moi, je vois la différence. J'ai plusieurs enfants avec des particularités qui ont besoin d'aide, de soutien au travail ou même scolairement. Et c'est ultra important, à mon avis, de les accompagner et de ne pas les lâcher. Et moi, je vois, si la scolarité de mon fils est passée sans encombre, c'est parce que j'ai jamais lâché. Ouais, il a eu de la chance. Et que je me suis entourée des bonnes personnes, pédopsychiatre de CHUV et ensuite vraiment une personne importante qui nous a beaucoup soutenu et beaucoup aidé, notamment dans les réunions scolaires. Et en fait, malheureusement, le corps enseignant, souvent, si la direction
si les parents ne viennent pas avec le corps médical, c'est-à-dire pédopsychiatre, ergo, pédiatre et tout ça, en fait, les choses bougent pas beaucoup et les gens au niveau scolaire ne prennent pas au sérieux, malheureusement. Moi, j'ai eu la chance à l'époque d'avoir encore un directeur qui était ouvert sur ça. Et j'ai suivi beaucoup de conférences au CHUV, notamment du docteur Olivier Revol, et à Vevey aussi, c'était d'ailleurs le directeur ou une enseignante qui avait mis ça en place pour les professeurs de ces collèges de Vevey, parce qu'elle-même, elle était touchée par un enfant. Voilà. Quand ils sont touchés eux-mêmes, ça change toute la donne. Et c'était intéressant de voir que certains profs étaient quand même disponibles et venaient quand même dans des conférences de dyslexie, dysorthographie, de HPI, d'enfants TDAH. Au moins, ces personnes-là faisaient l'effort c'est ça. Et de mieux comprendre. Avant, quand je disais justement qu'il a eu de la chance, je veux juste préciser, il a eu de la chance d'avoir le bon entourage, d'avoir toi qui a mis des choses en place, qui a, comme tu dis, qui a pas lâché. Et pas tout le monde a cette chance. Il y a des gens qui, comme une ancienne collègue à moi, elle a découvert, elle a quel âge ? Elle a peut-être 20 et quelques. Elle a découvert seulement maintenant qu'elle avait des troubles autistiques, qu'elle avait plusieurs choses. Et une autre collègue aussi, elle avait la même chose, même situation. Donc, c'est une chance justement que tu aies creusé et tout ça, quoi. Pour moi, c'était important de soutenir et de pas lâcher et de montrer cette présence. Par contre, j'ai toujours dit, on met des choses en place. L'école met des choses en place pour aider, donc il faut aussi montrer un bon comportement. J'ai dit, on peut pas aller demander quelque chose si le comportement suit pas. Et donc moi j'ai eu la chance que, en tout cas au niveau scolaire, le comportement était toujours là. Donc c'est pas le cas de certaines amies que j'ai eues où elles c'était plus compliqué du coup. Alors comme ils sont tous différents et qu'il y en a pas un de pareil, faut faire avec. Faut apprendre à les connaître. Écoute, je pense qu'on va gentiment arrêter parce que tu vas devoir y aller, mais je te remercie. Est-ce que tu voulais dire une dernière chose ou est-ce que c'est tout bon pour toi ? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Tu as déjà bien expliqué, on a déjà bien fait le tour. On a pas mal discuté. Ouais, merci Anne d'être venue. Avec plaisir. Et puis merci à vous de nous écouter. On vous souhaite une toute belle journée.